David Charbonneau, bienvenue sur Ça se passe. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis content de te voir en vrai. Je commence tout le temps en posant la question, te rappelles-tu comment on s'est connus? Écoute, on s'est connus via un ami commun, hein, via Sam. Samuel D'ailleurs, Chenard. justement, à un de tes podcasts, Un des events. Ouais, un des events que tu avais enregistré ici à Montréal avec le chiffre. Yes. Puis Sam, hey, ça, c'est le genre de relation dans la vie que tu sais pas d'où est-ce que ça sort. Ah. On était dans un party, je devais être comme fin cégep, début université. Tu sais, c'était à l'époque où est-ce que tu rencontrais quelqu'un dans un party sur le bord d'un fridge, tu l'ajoutais sur Facebook, puis t'as encore ces gens-là qui vivent dans ta vie. Ouais. À l'époque, je veux dire, Sam Chenard, c'était une rockstar, là. Your Extra Life et compagnie, lève du cash externe. Moi, je suis là, un étudiant qui n'a pas le gars de rien me lancer. Puis, longue histoire courte, les années passent, je vois, la vie nous amène dans des directions différentes, mais on a toujours une certaine proximité via des amis en commun et tout. Puis là, je vois qu'il travaille sur une autre idée. Puis je reach out, puis on recommence un peu à en parler. Il m'invite chez eux à Shawi. On jase de business pendant... Ouais, exact, au Shawi. Hacker House. Ouais. On passe 2-3 jours à juste jaser business. Puis c'est le même qu'on a reconnecté. Puis là, j'avais vu ton pod directement que je connaissais un peu par la bande. Puis là, via Sam, on a la chance de se reparler. Ouais. Fait que shout-out à Sam. Comment tu décrirais ton... Laisse-moi essayer de freestyler sur quel est ton rôle et ton titre en ce moment. Fait que, David Charbonneau, tu es fondateur d'une firme de capital de risque qui s'appelle Boreal Ventures. Puis aujourd'hui, tu es un managing partner de cette firme-là. Ouais, jusqu'à ça fait du sens. À ouais. date, je suis good? Ouais. Parfait. Cool. Fait que, nailed it. Mais fais-moi le highlight qui t'a, avant de t'amener à Boreal Ventures, puis on va expliquer tout de suite après c'est quoi Boreal. Super. Mon histoire, c'est une histoire de chance. Je veux dire, j'ai fait mon bac en génie électrique parce que j'aimais résoudre des problèmes, j'imagine. OK. Puis à l'époque, j'ai pris génie électrique parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait. Fait que par pure curiosité, pas un super bon conseil de comment choisir une carrière pour le restant de sa vie. J'arrive première session. Je suis pas sûr que j'ai le bon fit, mais je me dis, OK, prochaine session, ça va être mieux. Puis finalement, le même pattern, session après session, m'amène à comme, bon, ben, je vais finir mon bac en génie électrique pour après ça réaliser que tout le monde autour de moi, tous mes chums, ils sont déjà setés, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire en vie. Moi, je suis pas sûr encore. Fait que là, je m'achète du temps. Je fais une maîtrise. Fait que j'ai fait une maîtrise en management d'innovation. Pourquoi? Parce que ça sonnait bien. J'aimais l'idée de dire, OK, management de l'innovation. J'aime ça. Fait qu'encore là, coup de chance numéro 1, que je trouve quelque chose. Je rentre à Polytechnique, je découvre un peu l'espèce de bras entre le côté ingénierie et scientifique pur, puis le côté des affaires. Je fais une coupe, je termine en fait ma maîtrise et j'ai été approché pour rentrer dans un bureau de conseil. Donc, pour moi, j'étais comme, c'est parfait, écoute, c'est résoudre des problèmes d'entreprise, ça va être le fun, je vais apprendre ça à business. J'ai passé une couple d'années à faire ça. En fait, 4 ans à faire ça. Ça a été une super de bonne école. Des gens hyper brillants. Puis à un certain moment, j'ai voulu rejoindre ces deux éléments-là, qui est le côté beaucoup plus affaires et le côté de l'innovation, le côté sciences et ingénierie. OK. Donc, j'ai fait la transition par la suite pour aboutir en capital de risque à la BDC. Encore là, je shout-out à mes anciens collègues de la BDC. Puis ça a été une super bonne école, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la BDC se retrouve à être ni plus ni moins le backbone du capital de risque au Canada. Donc, le parapublic joue encore un rôle prépondérant dans le capital de risque, notamment dans les stades un petit peu plus early pour susciter l'innovation au Canada. Donc, dirais-tu que Desjardins, c'est la même chose? Desjardins le Pas fait une même autre échelle. ampleur, tu sais, le Ok. fait un autre endroit. BDC le fait une ampleur un peu plus fédérale, pan-canadienne. Tu vas avoir des joueurs comme Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins qui ont créé l'écosystème innovant au Québec. Mais tout ça pour dire, j'ai une super belle école via la BDC. J'ai appris un paquet de mentors. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de me faire approcher pour un projet qui avait déjà un petit peu de traction auprès des investisseurs, qui était le Santec, qui voulait lancer un fonds de capital de risque. Puis, mon chapeau a été recommandé pour rentrer initialement comme consultant pour lancer tout ça. Puis, j'ai eu le poste, puis je me suis juste lancé naïvement dans quelque chose que je ne savais pas qui était de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc,
je dis que c'est une histoire de chance, mon histoire, parce qu'à chaque fois, je suis allé un peu avec un gut feeling. À chaque fois, je savais pas dans quoi je me lançais, mais je me lançais. Puis ça a été un peu la même chose qui m'a amené même à Boreal Ventures. Je voyais une opportunité, je continuais à essayer de créer la valeur pour les gens autour de moi, sans savoir trop ce que je bâtissais. Puis à un certain moment, toutes les as se sont alignés. Puis soudainement, toutes les questions, tu sais, everything made sense. Du bac en génie électrique à la maîtrise, à travailler en consulting, à avoir été à BDC, tout s'est aligné. Et là, je trouve que j'ai une belle plateforme pour investir dans des entreprises hyper innovantes, investir dans des gens qui sont ambitieux. Puis c'est ça que j'essaie de faire avec Boreal Ventures. Il y a quelque chose qui vient dans mon esprit quand tu parles, qui est le mouvement, puis les décisions, puis les actions t'éduquent, puis viennent qu'à façonner un petit peu une place qui fait du sens pour toi dans ta vie. Puis dans ce que tu dis, tu parles de chance, parce que t'as pas fait des moves nécessairement méga calculés sur où est-ce que je vais étudier, où est-ce que je vais me placer au début de ma carrière pour me rendre à X, Y, Z. Mais en même temps, c'est une forme de, justement, de itérer vite comme en startup. C'est une forme d'aller s'éduquer de quel est le marché de l'emploi, le marché de l'investissement, puis tout ça. Puis j'ai comme l'impression que tu as pris une forme de risque. C'est-à-dire que quand tu rentres avec un gut feeling dans un programme ou dans une nouvelle compagnie, mais que tu n'es pas trop sûr de c'est quoi ou pas trop sûr si ça va être un fit pour toi, tu prends un risque puis tu acceptes le learning qui va venir avec ça. Puis fait que je pense que ta chance, elle s'est faite aussi dans les coups, les chances que toi t'as pris. Je sais pas si ça fait du sens. Absolument. Je pense que tu l'as bien dit. Je pense que très tôt, j'ai compris le concept d'optionnalité, donc d'être capable de prendre des décisions qui ne t'amènent pas dans un dead end. Puis par la suite, j'ai aussi compris, j'ai été chanceux en fait de comprendre tôt qu'il y a des décisions qui te permettent d'avancer dans une direction qui te donne une meilleure visibilité pour par la suite savoir t'enligner. Puis c'est un peu ça que je répète à tout le monde dans mon entourage, surtout en début de carrière. Essaie de véhiculer une direction dans laquelle tu vas. Tu n'as pas besoin d'être convaincu à 100%, mais au moins, tu avances dans une direction. Puis, à some point, au fur et à mesure que tu avances, tu as plus d'intelligence, tu as plus de maturité, tu apprends de ce qu'il y a alentour de toi. Ça te donne du data de plus. Puis après ça, rien t'empêche de refocus. Fait que de partir avec un champ quand même relativement large, puis par la suite, de se donner toujours des phares, des objectifs, t'aboutis à quelque chose qui va être près de tes valeurs et qui va te ressembler. Fait que ma chance vient, je pense, un peu de ce thinking-là. Ce mouvement-là, il faut que tu bouges. 100%. Puis c'est une bonne analogie que tu fais de le dire un peu dans le contexte d'une start-up parce que c'est un feedback loop. Exact. Tu dois itérer, tu dois prendre des décisions, il faut que tu avances parce que de ne pas prendre une décision est une décision. Il faut que tu avances. Une mauvaise décision. 100%. Marc Campagna de Oxio, Gaia, tout ça, je sais pas si... Oui, je l'ai rencontré via Sam. OK, sweet. Ben, lui, il parlait de ça, justement, il disait « Crunch à travers les décisions qui ne sont pas existentielles pour ta compagnie ou ta carrière. Genre, passe à travers, genre, puis développe le muscle de prendre des décisions puis d'aller apprendre rapidement, genre, les conséquences de ces décisions-là. Mais pose-toi pour les décisions qui sont existentielles. » Je pense qu'il disait pas existentielles, je pense qu'il disait non réversibles. Que genre, une fois que tu as fait ça, l'état, la réalité, la nature de ta compagnie va être complètement différente, mettons. Fait que ouais, j'aimais bien ça, ce petit Écoute, on partage la même philosophie. C'est nice. Puis, fait que là, aujourd'hui, mettons, là, il y a des employés en SaaS, des professionnels, il y a beaucoup aussi de SaaS founders qui écoutent le pod. Comment tu décrirais Boreal Ventures, mettons, une founder que tu rencontres dans un event? Donc, le space dans lequel on opère, c'est, dans le fond, je vais prendre un pas de recul pour pouvoir expliquer ça. Vas-y, man. J'ai levé grosso modo, on a levé une quarantaine de millions pour essayer d'investir dans des entreprises innovantes, la science et l'ingénierie au sens large. Okay. Être le premier chèque qui les accompagne pour les amener vers une certaine internationalisation. Beau mot, hein? Ding. Donc, l'idée, ce que c'est d'être une personne qui écrit le premier chèque, souvent au même niveau que les anges, ou tout de suite après, basé sur une idée des fois qui n'est pas encore tout à fait là, basé principalement sur l'individu, dans des domaines où est-ce qu'on voit qu'on va être capable de générer un genre de 10x dans un horizon de temps donné. Donc, un fonds fonctionne sur 10 ans.
Une période d'investissement de 4 ans, 6 ans après ça de maturation. Et la raison pourquoi est-ce qu'on a choisi la science et l'ingénierie, c'est que, de un, ça fait un peu avec mon background, là, mais Exact. il y a une énorme opportunité qui existe au Canada. Puis au Québec principalement, tu réalises, nos plus grandes entreprises sont des compagnies d'ingénierie. Tu regardes qu'est-ce qu'on a fait, tu sais, les BRP de ce monde, c'est un joyau. Tu regardes les barrages à travers le monde, c'est de l'ingénierie québécoise. Nos 4 saisons nous ont amenés à être particulièrement créatifs, à être des bons ingénieurs, des bons patenteux. Puis au Québec et au Canada, on en a des bons patenteux. Puis on est bon de 0 à 1. De 1 à 10, on est correct. De 10 à 100, on ne sait même pas où s'y rendre. Donc, là où est-ce que je joue, c'est dans le 0 à 1. Des gens qui sortent de l'innovation universitaire, qui lancent leur start-up et tout, mais qui ont le désir de créer une compagnie qui veut se rendre jusqu'à 100 et plus. OK. Donc, c'est dans cette sphère-là que je joue. L'écosystème, mettons, capital de risque ou investissement pour des compagnies innovantes en technologie au Québec, je pense que c'est fair de dire que c'est pas nécessairement le plus volumineux ou le plus dynamique. Je pense qu'il y a plein de beaux joueurs, il y a plein de belles histoires. C'est pas une flèche que je lance à l'écosystème, mais si tu compares, mettons, avec nos voisins du Sud, aux États-Unis, il y a un appétit du risque, il y a Absolument. une quantité juste de fonds, il y a une quantité physique d'argent, il y en a plus. Puis je pense qu'il y a un esprit peut-être entrepreneurial puis justement de prise de risque qui est plus fort. Fait que ça crée une vibrance ou un dynamisme peut-être qui est plus élevé. Ma question pour toi, c'est pourquoi décider de le faire au Québec puis de contribuer à cet écosystème-là vraiment au Québec puis au Canada? C'est une super bonne question. Je vais la prendre. Je vais essayer de la morceler. Fait Ouais, qu'il y a le vas-y. côté moi comme entrepreneur qui lance un fonds, clairement offre et demande. Puis je vais reprendre le framework d'offre et demande pour répondre à la question de différents angles. Fait que offre et demande, il y a très peu de gens qui sont prêts à prendre le risque avec des business hardware ou prendre du risque aussitôt dans l'écosystème. La OK. plupart des fonds vont chasser des fees, vont essayer d'avoir une plus grosse enveloppe à gérer, mais ça l'a laissé le marché du seed et du pre-seed particulièrement libre. Donc, à ce moment-là, je reprends le offre et demande de l'autre côté, bien, ça crée des conditions de marché qui sont favorables pour l'investisseur. OK. Ça, c'est la première chose. Puis surtout dans le space où je suis de sciences et ingénierie, il y a très peu de monde qui ont le goût de se rouler les manches puis de checker de la techno un petit peu plus deep. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, de me lancer, c'est la même chose qu'un entrepreneur. J'ai vu un besoin que je pouvais combler, puis une belle opportunité de marché. Maintenant, je me mets de l'autre côté, dans la peau des entrepreneurs qui lèvent. Tu n'as pas tort de dire que l'environnement, bien, je reprends le même framework d'offre et demande. Ça fait en sorte que lorsque tu arrives pour raiser, il y a effectivement moins de joueurs. Et la plupart des joueurs se connaissent. Le Canada, le Québec a ce côté de proximité où est-ce qu'on n'est jamais réellement les fonds entre nous en compétition. C'est beaucoup plus une genre de coopétition où est-ce qu'on se parle et tout. Puis tu parlais tantôt du côté un peu moins risqué du Canada, mais c'est la même chose du côté du capital de risque. Un petit peu moins d'ambition. Aussi, on ne veut pas prendre le même niveau de risque. Donc, on vient syndiquer nos deals d'une certaine manière. On vient Qu'est-ce que ça veut les dire pricer. syndiquer nos deals? En fait, comme investisseur, on ne rentre jamais seul. Ouais. Donc, généralement, on va avoir un groupe d'investisseurs qui vont se mettre ensemble pour supporter l'entreprise. Puis l'idée, c'est de lui donner du capital pour atteindre des jalons significatifs dans un horizon de temps, variant généralement de 18 à 36 mois. Donc, lorsque quelqu'un vient me rencontrer, il me dit, je vais être capable d'atteindre A, B, C. Aujourd'hui, je pense que je vaux X. Je vais faire A, B, C. Puis demain, je pense que je vais valoir X fois 3. Donc, j'ai besoin de ton cash pour être capable de livrer pour me rendre à la prochaine étape. Donc, nous, on vient syndiquer le deal, on vient de trouver du monde au Canada, aux US pour investir dans le business. Puis ensuite, on vient les aider à trouver les prochains joueurs qui vont la financer à la prochaine étape. Mais juste revenir sur ce que tu disais, Canada versus US, Ouais. ce déséquilibre-là, offre et demande, fait en sorte que, puis l'appétit du risque fait en sorte que les business ne sont pas valorisés de la même manière, la croissance n'est pas vue de la même manière, et le niveau d'ambition au Canada est souvent pas le même que tu vas voir avec des business américaines. Pourquoi tu penses? C'est-tu genre une legacy, un héritage, pardon, culturel de tout ce qu'on a vécu Ça comme... pourrait être deep, ça, comme réponse. Ça te tente-tu d'aller des... On peut s'essayer. J'ai pas la réponse exacte. C'est une question que je me pose souvent aussi. Pourquoi
Pourquoi on a encore ce nez pour un petit pain-là? Mais Au c'est un Québec, sujet puis même au récurrent sur le Canada. pod, ça, man. Puis J'ai pas la réponse. J'aimerais vraiment ça, être capable de mettre le doigt dessus, mais je peux te parler un peu des patterns que je vois. Tu sais, Ouais, on vas-y. voit à peu près un 500-600 compagnies par année. Chris, Et notre quand même. job, c'est de faire du pattern recognition. Fait que souvent, le premier pattern que je vois, c'est l'entrepreneur qui se dit OK, ben regarde, je pars ma business. Je suis allé chercher Pierre, Jean-Jacques qui ont fait bien, tout, qui m'aident, qui rendent comme ange. Je vise le marché du Québec, par ça, je vais expandre en Ontario, par ça, l'Ouest du Canada, Ouais, je le vois etc., souvent, etc. ça, moi. Toujours ce pattern-là. Ouais. Yet, tu vois qu'il y a des business, je regarde les mêmes business à Toronto, ils ne me parlent pas de comme je vais aller chercher l'Ontario, par ça, je vais aller chercher le Québec. Puis non, ils ont une mentalité straight to US. C'est comme bon, ben, ça fonctionne un peu autour de moi, mais mon marché, là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais être une business de 10x, de 100x. C'est le marché américain. C'est là sont mes clients. Donc, je pose la question si la barrière linguistique, la barrière culturelle, c'est plus facile de dealer avec du monde alentour de nous qui nous ressemble, qui ont une culture similaire. Ouais. Donc, la barrière comment je pourrais dire, la barrière de closer des gens est plus facile. Le moindrement qu'on sort de notre langue, on arrive dans une autre culture. La business ne joue pas de la même manière. Peut-être qu'on ne se sent pas à l'aise. Tu sais? Puis il y a encore des fois ce relent-là. Ça, c'est au niveau québécois. Yet, il y a des business qui sont d'envergure internationale au Québec. Ouais. Mais tu regarderas. C'est les Lightspeed, Coveo de ce monde, je veux dire, c'est des crises de wins. Ben oui, exact. Mais c'est des business qui sont international first. Exact. Qui ont toujours été chercher ce talent-là international, qui ont été. Tu veux jouer dans NHL, il faut que tu aies cherché du monde qui joue déjà dans NHL pour bâtir ton équipe. Puis tu peux pas juste te pratiquer à la. Puis tout ça est pas pour dire que de construire, mettons, du SaaS au Québec, puis de saturer ce marché-là ou une partie de ce marché-là, de faire une business, mettons, qui est profitable et bootstrap, c'est une excellente, noble, cool mission. Puis je pense qu'il y a plein de monde qui devrait le faire. 100%. Mais quand on arrive dans un ball game de retour un petit peu asymétrique ou démesuré, de croissance qui change une industrie, justement, le genre de compagnie que quand ça marche, le modèle VC, ça change une industrie ou une économie, ben, il faut que, comme tu dis, que l'espèce d'ambition, puis de guts, puis juste de visière soit plus grande. Puis c'est dur à allumer, ça. Puis moi, ce qui me fait chier, c'est que je vois des personnes, ben ça me fait chier. C'est tel que tel, là, genre, ça me fait rien à moi personnellement. Mais je vois des personnes qui ont cette ambition-là dont tu parles, puis ce feu-là de genre builder de quoi de gros, d'international, puis de disruptant. Puis ils bypassent des fois le funding au Québec et au Canada parce qu'ils se disent. Et je les comprends. Ils se disent, Chris, ça va être trop long, ou genre, les termes seront pas assez founder-friendly, ou genre, va falloir. Tu sais, fait ils vont lever direct, mettons, ils vont essayer de faire YC, puis tu sais. Puis je comprends aussi, l'incentive est aligné comme ça, mais je me dis. Tu sais, y a-tu un monde, toi, dans ta tête, de justement de VC où qu'à un moment donné, c'est un no-brainer de commencer ça au Québec ou au Canada, tu sais? Non, écoute, la réalité, c'est que niveau talent, on a des gens exceptionnels qu'on peut engager ici. On a un environnement qui est particulièrement favorable à faire du 0 to 1. 0 to 1, c'est non-dilutive. On a des universités qui sont un pipeline de talent incroyable. Le talent coûte encore moins cher qu'à SF pour des gens super allumés et tout. Je pense que l'enjeu que je vois, c'est, comment je pourrais dire, we know what Quebec great looks like. Mais tu sais, quand tu ne côtoies pas des gens qui l'ont fait, qui ont eu un autre niveau d'ambition, c'est difficile de savoir, tu sais, jusqu'où tu peux pousser la limite. Ouais. Donc, je pense qu'on est un peu comment je pourrais dire? C'est un peu notre entourage qui nous crée ces limites-là. Si tu n'as pas vu de quoi a de l'air à la Ligue nationale, tu ne sais pas la vitesse et tout, ben c'est difficile d'après ça de le reconnaître chez les gens, puis toi-même, ton niveau d'ambition. Ça, c'est une chose. La deuxième que tu parles, je pense que tu peux bâtir de super belles business au Québec, au Canada, puis c'est un peu ça mon ambition, moi, via le capital de risque, c'est de participer à la création de piliers. Moi, ça me faisait chier quand j'étais aux études de voir mes meilleurs collègues partir à SF pour Amazon, à Redmond, pour être travaillé chez Microsoft. Ils partaient de la deuxième année du bac et ne sont pas revenus. Ça, c'est nos meilleurs talents qu'on a formés ici puis qui ont décidé de lancer un venture par la suite de Seattle, de SF et compagnie. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que si on crée des piliers ici, on va être capable de, comment je pourrais dire, créer ce rêve-là. On va être capable de montrer à une génération que ça se fait créer des Lightspeed ici, que ça se fait créer des Coveo ici. Mais on a besoin
On a besoin de donner de la visibilité à ces champions-là, puis nous donner le droit de rêver ici à bâtir local. 100%. Fait que, maintenant, quand les founders vont chercher une ronde aux US, je les comprends. Je reviens à mon framework, là, offre et demande. Si tu es capable d'avoir les meilleurs termes aux US, so fucking be it. Va chercher les meilleurs termes. C'est ce que tu fais pour ta business. Puis tu sais quoi? Ceux souvent qui vont le faire reviennent au Québec par la suite. Et là, soudainement, tout le monde rentre. Là. Soudainement, ils sont la darling de tout le monde. Donc, mais ce que je pense aussi, c'est que dans le cas de. Puis, tu sais, Marc d'Oxio puis de Gaia, excuse maintenant, il en a parlé. Lui, les gros wins qu'il va faire avec sa compagnie personnellement, il veut qu'il y ait une partie significative de ça qui soit réinjectée dans notre communauté pour commencer à avoir un offre justement d'investisseurs qui est peut-être plus ambitieuse ou qui a un appétit du risque qui fit avec l'ambition d'autres founders. Fait que d'essayer de réinvestir dans notre communauté. Ça, c'est un pattern qu'il y a plein d'entrepreneurs que je respecte, que c'est vraiment important pour eux autres. Que s'ils win, il faut qu'ils reviennent faire gagner du monde d'ici. Fait que tu sais, je me dis, même si tout ce capital-là, puis cette effervescence-là va alimenter, mettons, l'économie américaine pendant un bout, ça se peut aussi que ça revienne idéalement. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Écoute, j'espère participer de ma manière, puis on s'entend que ça vaut ce que ça vaut, mais je veux participer à la création de piliers ici. Je veux que mes enfants aient de l'ambition, puis qu'ils se disent que c'est possible de créer quelque chose ici, de gros. C'est possible d'être ambitieux. Puis j'essaie de travailler autant que possible avec des fondateurs qui ont cette ambition-là de leave their mark, puis de bâtir quelque chose qui outrepasse les limites géographiques de où est-ce qu'ils sont nés. Mais tout en étant désireux de le faire d'ici. Lorsque je parle d'internationalisation, pour moi, c'est pas moi qui va t'ouvrir des portes pour être capable de trouver un client aux US ou en Asie, mais c'est amener cette mentalité-là, cette culture-là, amener les capitaux qui te permettent de le faire, puis éventuellement être respectueux, comment je pourrais dire, redonner à ta communauté par la suite. Boréal, aujourd'hui, ça ressemble à quoi le scope? Là? Y a-t-il une couple de chiffres que tu peux me balancer pour que j'aie une idée métrique de ce qui se passe? Donc, on a levé tout juste en dessous de 40 millions pour notre premier fonds. En ce moment, on a fait une dizaine de chèques de seed. Les chèques varient de 300 000 à 1 million. Par ensuite, on se garde des réserves pour accompagner les compagnies. Des réserves, grosso modo, c'est du cash qu'on se garde pour les rondes subséquentes. Pour continuer exact. Ben oui, participer aux rondes, les amener jusqu'à un certain niveau où est-ce qu'on réalise, bon, regarde, c'est plus nous qui peut l'amener, on l'a amené où est-ce qu'on voulait, et là, il y a d'autres gens qui prennent la balle au rebond. Au total, le fonds va avoir une quinzaine d'investissements dans quinzaine-ish d'investissements dans le main fund. Puis l'objectif, ça va être de faire le plus de retours possible avec ces business-là. Puis le fonds 1, pour nous, c'est une belle manière de commencer à montrer comment est-ce qu'on travaille. D'avoir une plateforme sur laquelle on peut bâtir notre réseau, on peut bâtir notre brand, puis démontrer au marché, un peu comme une startup. C'est notre seed, ce premier fonds-là, dans l'objectif de vouloir lever des fonds subséquents et de bâtir une réelle franchise. Parce que ce besoin-là, au niveau du hardware, software, tu sais, dans l'industriel, dans le B2B SaaS, dans le unsexy deep tech, ben, il n'est pas juste au Québec. Il est au Canada aussi, il va être aux US. Puis j'ai le goût de continuer à accompagner des gens turbo-brillants, aller au bout de leurs ambitions dans ce space-là. Okay. Je trouve qu'il y a une asymétrie de cash, puis j'ai le goût de dévouer ma carrière à faire ça. Très cool, man. As-tu des exemples de compagnies que le fonds a investi? Oui, écoute, je peux te donner un exemple. Il y a une ronde qui était annoncée la semaine passée. On est super fiers d'eux. Une compagnie qui s'appelle SmartD. Écoute, c'est pas sexy, c'est des drives industriels. C'est grosso modo une drive, là, un VFD, c'est ce qui alimente en énergie. En fait, la pièce ici a probablement un VFD pour le HVAC. Fait que c'est ce qui alimente un moteur électrique. OK. Pas sexy, t'en as partout. Un marché qui doit valoir quasiment une vingtaine de milliards internationalement. Mais c'est un marché qui a la même techno depuis les années 80, des vieux MOSFET. Puis il y a tellement peu d'innovation dans ce space-là que les gens s'entrecoupent à contrat de white labeling pour des géographies données.
mais eux sont arrivés avec une technologie qui est basée sur du carbure de silicium, silicon carbide. Donc là, je rentre dans les termes un peu techniques, mais grosso modo, c'est une techno qui te permet de rebâtir l'architecture de A à Z. Tu ne fais pas juste remplacer la chip un pour l'autre, mais tu peux la rebâtir de A à Z de manière beaucoup plus efficace. Fait que soudainement, un marché qui est rendu ni plus ni moins une commodité, figé dans les années 80, se fait spec out par quelque chose qui est plus efficace énergiquement, mais aussi est capable de remplacer ce qui existe, le BOM au complet, avec quelque chose de beaucoup moins cher. Donc, tu arrives dans un marché de commodité où est-ce que c'est du hardware? Je veux dire, il n'y a pas d'autre manière de faire une drive, puis le software ne va pas remplacer ça, mais ils sont en mesure de permettre quelque chose qui est à la fois du clean tech, l'innovation industrielle, qui va laisser un dent, puis je pense qu'il peut devenir un Christy de beau pilier au Québec. Ils viennent de lever une super belle ronde de financement avec des joueurs stratégiques, avec des investissements Québec. Smart D. Smart D. As-tu un exemple, peut-être un petit peu plus software aussi, que tu peux me donner? Oui, bien sûr. Écoute, je suis en train de travailler avec un repeat founder. Toi, lui est basé à Toronto. La compagnie s'appelle Bouraille. Super cool, qu'est-ce qu'il fait. Le gars vient du space du PLM, le Product Lifecycle Management. Il a passé sa carrière dans l'industrie automobile, notamment, dans des gros projets d'ingénierie. Puis il avait vu, dans sa première business, une opportunité de faire du versioning sur des gros fichiers CAD lourds. Améliorer la communication avec les équipes techniques, notamment au niveau du versioning. Sa business a très bien fait. Lui-même a très bien fait. Elle l'a vendu à Autodesk. Puis s'est dit, regarde, j'ai un paquet de learning de tout ça, puis j'ai encore du juice, j'ai le goût de bâtir de quoi de nouveau. Et là, il repart dans le même space avec Bouraille, puis ce qu'il vient faire, c'est sortir du monde du CAD, puis parler beaucoup plus des logiciels de collaboration, AI-enabled, alentour du Google Doc et compagnie. Fait qu'imagine, tu bâtis un barrage demain matin, tu vas avoir une soixantaine de différents ingénieurs qui vont travailler sur des systèmes différents. Donc, comment est-ce que tu t'occupes de faire le versioning de ça? Comment est-ce que tu t'occupes de t'assurer que tu as toujours la bonne version du document? Fait qu'il est venu prendre du GitHub, du Jira, qui amène à monsieur, madame, tout le monde pour le versioning des documents. Tu sais, on a tout le V final, V21 vraiment final, là. Et là, tu ne sais plus c'est lequel. Imagine quand tu as 60 personnes qui travaillent sur le même projet. Puis c'est aussi que c'est pas la fin du monde si tu pognes pas la V vraiment finale. Mais si la version finale du... Ce que j'essaie de dire, c'est que le software qui manage la création ou la gestion d'un fucking barrage, idéalement, il faudrait que tout le monde soit sur la même page. Ça serait Faut important. pas que ça pète. Ça serait le fun qu'on ait tous les mêmes specs. Là. Mais c'est ça que j'aime. T'as dit ça un peu plus tôt dans le pod. T'as dit genre deep tech, qui est pas nécessairement sexy en termes de PR ou de médias qui vont faire tout de suite cliquer là-dessus, mais que ça va changer des... Ben, tu parlais de piliers, là, des trucs profonds dans notre société qu'on pense pas nécessairement tout le temps que genre... Tu sais, mettons le truc qui alimente les moteurs électriques là, que tu parlais. Là, moi, je trouve ça sexy. Ouais. Mais tu sais, t'as un background d'ingénieur aussi, fait que sûrement que ça t'aide à trouver ça sexy. Mon point, c'est plus... Moi, j'avais aucune idée que depuis les années 80, il n'y a pas eu d'innovation dans ce milieu-là, tu sais. Tu comprends? Moi, les seules innovations que je vois sont software, sont très B2B puis B2C parce que je suis un consommateur final. Mais toutes ces choses-là qui sont des piliers ou des genres de strates, genre plus low dans l'infrastructure, là, tu sais, qu'on voit pas, il faut les disrupter et les améliorer idéalement aussi. Tu l'as bien dit. Écoute, Peter Thiel en parlait de ça. Que genre, on a l'impression qu'il y a crissement de l'innovation qui s'est faite dans les dernières années, là, mais que genre, quand tu checks certains hard science puis des problèmes plus dans le monde physique ou dans le transport ou d'autres choses, tu fais comme ouais, ça a vraiment pas bougé si vite que ça. Mais en fait, tu prends un pas de recul, tu as eu la première vague de VC, c'était gros dans le semi-conducteur. Créer les infrastructures et tout qui a permis par la suite une vague, la vague de l'Internet du début des années 2000. Fait que là, tu as eu le dot-com boom. Tout le monde a compris qu'en étant connecté, tu pouvais créer un paquet de logiciels interconnectés. Software eats the world. Par la suite, tu as eu toute la vague des apps, qu'en 2007, tu sais, l'Apple est arrivé, le iPhone est arrivé sur le marché. Je pense qu'on est à une étape en ce moment où est-ce qu'on doit réinvestir dans l'architecture, dans le pas sexy. Puis c'est là l'opportunité que je vois. Tu as un gros changement démographique qui arrive au niveau industriel. Tu vas demander à n'importe quelle compagnie plus industrielle, leur number one problem, c'est le staff. Plus capable de trouver du staff, pas capable de former du staff, c'est compliqué. Donc, on doit faire plus avec moins. Puis au Canada, on a des gros enjeux aussi d'efficacité au niveau industriel. Et ensuite de ça,
la science a évolué drastiquement. Tant au niveau des matériaux, des semi-conducteurs, là, tu as le quantum qui arrive around the corner. Le AI change la game aussi. Donc, je pense qu'on est dû pour un retour du balancier, puis un retour aux fondamentaux, d'investir un peu sur le unsexy, tu sais, l'infrastructure, la base. Tu penses à la révolution climatique, la révolution énergétique qui doit se passer, ça va se faire par du hardware. À un moment donné, il y a une limite à ce que le software peut faire. Tu dois bâtir de la capacité en malade. Les Hydro-Québec de ce monde doivent créer de l'énergie. C'est pas du software. Ça va être littéralement du hardware. Tu veux décarboner ta chaîne pour justement être plus green. Comment tu vas le faire? C'est du hardware. Mais c'est pas sexy. Mais ouais, puis au-delà du sexiness, dis-moi si tu as l'impression que ma position est correcte ou pas. J'ai l'impression que les incentives d'investissement sont plus alignés pour du software parce que créer, distribuer, puis scaler du software, c'est plus facile, rapide, puis c'est moins coûteux que de faire créer, distribuer, puis genre scaler du hardware. Fait que 100%. ton capital, mettons que tu as une flotte de capital que tu peux investir, il y a plus, même s'il y en a il y a un gros taux de failure pareil en software, startups, il y a la vélocité à laquelle il va pouvoir revenir, puis tu vas pouvoir voir si tu as pris des bons bêtes qui payent, est pas mal plus élevée. Fait que moi, ma question pour toi, ça devient OK, ben comment qu'on fait pour qu'un gars comme toi dise OK, ben mon réseau puis le capital, je suis capable d'amasser puis de déployer, je vais le mettre dans quelque chose qui bouge peut-être pas aussi rapidement, qu'il y a des. Quand que ça. Tu peux pas faire un pivot de ta machine là, qui. Voyons, c'est driver? Une drive, un VFD, Variable Frequency Drive. VFD? Bon, mais j'imagine que tu peux pas faire un pivot aussi facile que forker une codebase. C'est plus tough. Ça a été 5-6 ans d'R&D dans leur cas avant qu'il y ait un produit qui soit commercialisable. C'est long. Mais je veux faire du pouce là-dessus parce que ce que tu dis est bon. Fait que je vais te l'expliquer ou du moins je vais amener à la conversation en le détaillant de 2-3 manières. Premièrement, tu as une hypothèse de base et absolument vrai. Okay. Le software vient chercher des meilleurs multiples, notamment tout ce qu'on entend parler de SaaS. Les multiples varient dans le temps, mais ça va être de 6 à 10, 12x, peu importe, le top line, les revenus. Donc ça, déjà là, bien valorisé. Hardware, 3, 5x. Donc déjà là, tu vois... Les valos sont plus difficiles. Plus bas. Exact. De façon générale. De façon générale. Okay. Ensuite de ça, de l'autre côté, ton cycle d'itération, comme tu l'as mentionné, est complètement différent. L'autre, tu peux push du software, tu peux push des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement. Puis, tout ton back-end est beaucoup plus simple, surtout avec la révolution cloud. Ouais. Je veux dire, ça te fait des gross margins qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, encore là, ça explique pourquoi est-ce que la valorisation est moins grande du côté hardware. Puis finalement, il faut que tu gères une chaîne logistique complexe. Il faut que tu front le cash. Le fait construire en Asie, c'est shippé sur un bateau, c'est en retard, c'est reçoit chez vous. Le quality control, je l'envoie au client, je l'installe physique. Donc, pourquoi est-ce que je crois quand même au hardware? Puis, Dieu sait, je fais aussi du software à travers tout ça. Exact. Ouais. Mais on en reparlera par la suite. Pourquoi je crois vraiment au hardware? C'est que je pense qu'il existe un subset de hardware qui est ni plus ni moins qu'une impartition de ta recherche et développement commercial. Les entreprises de nos jours, les gros joueurs, ne font plus la recherche et développement comme on l'imaginerait à une certaine époque où est-ce que tout est développé in-house. Ils ont 1, 2, 3 sujets où est-ce qu'ils sont vraiment forts et le reste, ils laissent le marché leur dire dans quelle direction aller pour faire de l'acquisition. Ma vision du capital de risque, principalement ce qui est relié au hardware, c'est que j'offre un service, dans le fond, d'impartition de la recherche et développement. Donc, ce que je dois être en mesure d'évaluer comme investisseur hardware, c'est le gap technologique, l'API derrière pour être capable de me dire, demain matin, là, Apple, tu veux recréer ça, good luck. Tu as toute l'API derrière, tu as toutes les patents que tu peux imaginer, ça va te prendre 6 ans. Donc là, soudainement, ce n'est pas un 3-5X que tu viens chercher. C'est un énorme enabler de même pour ta business et c'est un game changer. On parle du VFD, tu es dans un marché de commodité. Donc, soudainement, si tu es capable de battre tout le monde sur les marges, si tu es capable de battre tout le monde par la suite avec les specs et être spec-in dans les projets, qu'est-ce qui se passe à long terme? Là, soudainement, tu as un avantage compétitif qui est énorme et qui est beaucoup plus difficile à récupérer. Je vais prendre un autre exemple rapidement pour te donner
pour te donner l'ampleur de ce que je vois dans le hardware, à Bâtisse, juste à côté, ici, il y a une business dans laquelle on a investi. En fait, notre premier investissement qui s'appelle Puzzle Medical Devices. Ils font une pompe cardiaque. Il n'y a pas de software qui va aller dans ton aorte descendante pour pomper le sang, là. Ça prend une petite pompe qui le fait. C'est un marché qui vaut des milliards. Puis c'est un marché pour lequel, demain, si une solution fonctionne puis est approuvée par les instances régulatoires, C'est un gros pi. c'est du game over. Fait après ça, ça devient une game d'ingénierie. D'être capable de dire, est-ce que tu vas être capable de tirer avec un peu de chance de l'autre côté? Faut que tu aies la bonne équipe et tout, mais tu es en mesure de dire, bon, ben, c'est un bet un peu asymétrique. Ou est-ce que je me dis, you solve that problem, et voilà, ça vaut des milliards. Donc, j'aime cet angle-là que le hardware amène, où est-ce que tu as une barrière à l'entrée qui est difficile, et je cherche ce que j'appellerais un tech push versus un tech pull. Je cherche pas un PhD qui essaie de pousser sa tech en disant à tout le monde que ses specs sont meilleurs et tout le monde va l'adopter. Je cherche quelque chose que l'industrie me dit, si demain matin, ça existe, écoute, ta commercialisation, là, ce ne sera pas problématique. On le veut demain matin. Là. Puis là, laisse-moi essayer un peu de jouer l'avocat du diable, mettons. Let's go. Si tu me dis, OK, je pense que j'ai des plays hardware qui vont innover, se démarquer sur un 5-6 ans parce qu'on les a financés comme il faut, ils ont eu assez d'essence puis de gaz. Puis après, avoir un produit tellement innovant puis disruptif dans le marché qu'ils vont aller chercher l'intérêt de gros joueurs qui, eux, vont faire, ben là, Chris, genre, mec, ça fait juste du sens de les acheter puis de les intégrer dans ce qu'on est en train de faire. Cette transaction-là, entre guillemets, elle fait un retour super cool pour toi comme investisseur. Oui. À date, OK. Ma question, c'est, as-tu l'impression que ta thèse, si elle est uniquement là-dessus, va renforcer tout le temps les incumbents parce que le endgame va tout le temps être un M&A, genre? Mon Dieu Au lieu Seigneur. de créer ton propre géant, genre? Ça, c'est une bonne question. OK, c'est bon, Je sais c'est pas, bon. J'aime tu sais. ça, j'aime ça. Je pense qu'il y a des spaces dans lesquels tu peux créer des réels piliers. Je ne prendrai pas l'exemple d'une compagnie en portefeuille en particulier, mais tu as toujours à un moment donné un certain choix de dire est-ce que je veux jouer la longue game ou est-ce que je vais lever plus, est-ce que je lève plus de cash pour vraiment aller au bout ou je prends l'offre qui est sur la table en ce moment. Puis ça, c'est une question qui revient à l'entrepreneur, aux investisseurs, etc., etc. Mais il existe un certain subset de business qui va la jouer longue puis qui va devenir des piliers. Ça, j'y ai pas peur. Maintenant, ce que tu viens de dire, renforcer l'incumbent, un peu, oui, effectivement. Non, mais c'est ça en software aussi, by the way. C'est ça. C'est l'avantage compétitif que les gros joueurs ont, à moins que tu viennes voir vraiment un white space dans lequel personne joue, puis que soudainement, ce white space-là, ben, c'est une talle qui tend à grandir, 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 et que là, toi-même, tu deviens un pilier. Là, à ce moment-là, il y a des opportunités, mais oui, effectivement, c'est une manière pour les gros de devenir plus gros. Ceci étant dit, tu as bien beau acheter la technologie, tu as bien beau acheter le talent qu'il y a derrière, l'intégrer est un challenge en soi. Donc, c'est pas toujours successful. Comme du monde. Ouais, exact. Ben, il y a plein d'M&A qui fail, mettons. On peut dire ça comme ça. Ben, ouais, il y en a plusieurs qui sont flat, mettons. Ouais. OK, puis là, mettons, toutes les discussions qu'on vient d'avoir qui sont, honnêtement, pour moi, passionnantes, là, fait que je suis vraiment content que tu sois là. C'est-tu le genre de... Toi, t'es le managing partner. Mais en arrière, là, t'es allé lever du cash avec des limited partners, LPs, souvent qu'on va appeler, qui, eux, te font confiance, croient en, tes skills, ton réseau, ta thèse d'investissement, puis disent, prends mon argent, investis-le dans ce fonds-là. Est-ce que les discussions comme toi puis moi, on a, t'as ce genre de discussion-là tout le temps avec ce monde-là? T'es as-tu pour les convaincre? Je veux que tu me décrives la relation entre managing partner, limited partner, puis c'est ça, pour moi puis l'audience. C'est une bonne question. Donc, je vais prendre un peu de recul avec ça. Ma manière de l'expliquer, c'est que je suis moi-même un entrepreneur. Juste que ce que je vends est une commodité, du capital. Donc, indirectement, mon travail est aussi de fundraise. Puis j'ai fait allusion un peu plus tôt dans la discussion. Tu sais, ça, le premier fonds, c'est notre seed. On a essayer de grossir, essayer de créer quelque chose. Donc, c'est mon travail aussi d'aller rencontrer ces LP-là qui sont des anges investisseurs, du monde qui ont passé go, qui veulent continuer à rester dans la tech, investir dans un fonds, s'impliquer. Tu vas avoir des joueurs institutionnels, des banques. Des joueurs institutionnels, on veut-tu dire, mettons...
genre un FTQ, comme tu Exact. disais. Ça va être les FTQ, les Desjardins. PQ, ça compte-tu comme un joueur institutionnel? Oui, oui. C'est des gros appareils qui investissent dans l'innovation. OK. Ensuite de ça, tu peux imaginer des corporatifs aussi qui vont vouloir Les compagnies. Exact, des compagnies qui vont se rapprocher. Ils ne font pas tant pour l'investissement. Souvent, leur dessin est différent. Ils vont vouloir le faire pour se rapprocher de la techno. C'est un peu une police d'assurance pour le futur, savoir un peu ce qui s'en vient, se rapprocher de l'innovation, peut-être créer une courroie d'engrenage pour être capable. C'est un gros subset de mon industrie également. Donc, c'est cet amalgame-là de joueurs qui ont tous des intérêts différents. Je rentre là-dedans aussi les grandes familles, ce qu'on appelle les family office, qui, eux, le font pour le retour. Donc, tu comprends que chacun de ces stakeholders-là ont chacun des intérêts différents. Donc, moi-même, comme entrepreneur, je dois adapter mon pitch à ces stakeholders-là. Je dois les convaincre sur ma thèse parce qu'eux me font quand même énormément confiance quand ils y pensent. Ouais. Parce qu'ils disent, OK, bon, moi, je te laisse partir pendant 10 ans avec ce cash-là, puis tu vas faire des bons investissements, ça va faire du reporting et tout, mais tu sais, quand le train part. C'est ça. Donc, cette relation-là de confiance s'établit au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des bons coups. Puis on a été très, très, très chanceux d'avoir des gens qui nous ont fait confiance pour le premier fonds, qui nous ont donné la chance de sortir de la gare avec notre wagon, de montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire, créer des petits case studies, des wins ici et là, pour par la suite utiliser cette plateforme-là pour essayer de convaincre plus de monde. Puis là, je prends un autre pas de recul. Capital et confiance all the way down. Ah, mais c'est la même chose. C'est toujours ça dans notre industrie. C'est là que je voulais aller. Ma job par la suite, c'est de bâtir un réseau et de bâtir un lien de confiance avec des entrepreneurs. Tu sais, souvent, quand tu rentres au stade où est-ce qu'on est dans le seed, tu n'as pas tant de data. Hein? Tu n'as pas grand-chose. Tu as quelqu'un devant toi qui dit « Hey, je vais bâtir telle patente à gosse. » Tu dis comme, même OK. si c'est une étude de marché à 50 000 $ qui a été faite, là, je veux dire, mais c'est difficile. Il n'y a pas d'information empirique qui vient de la tentative 100%. De croître quelque chose. Fait que tu l'as des fois dans certaines business, tu peux demander, tu sais, OK, des débuts de commercialisation, tu peux demander de parler à des clients et tout. J'aime pouvoir faire ça. Parce que la réalité, c'est que je ne suis pas un expert dans un domaine en particulier. Je suis beaucoup plus un expert à bâtir un réseau puis l'écouter. Connaître mes limites puis écouter qu'est-ce que ces gens-là ont à me dire par rapport à des opportunités. Mais tu as raison, la relation de confiance fonctionne autant moi avec mes investisseurs que par la suite avec les compagnies dans lesquelles j'investis. Parce qu'indirectement, si tu désagrèges qu'est-ce qu'on est, on est un petit peu un marketplace. D'un côté, je viens lever du cash, puis après ça, je dois l'investir dans d'autres. Donc, je suis une courroie d'engrenage entre les deux. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est un aspect de confiance que les gens vont faire les bonnes choses, puis un aspect de confiance qu'on va être capable de générer de la valeur pour chacun de nos stakeholders dans l'équation. Là. Moi, j'ai quelqu'un qui... J'ai toujours eu de la misère à me faire dire quoi faire. J'ai eu de la misère avec l'autorité pour plusieurs raisons. Puis être imputable envers beaucoup de parties ou de personnes, je me crée une pression facilement avec ça. Tu mets tes couilles sur la table. Ben, c'est un peu ça. Puis, on dirait que le scénario que tu décris trigger un petit peu cette corde sensible-là en moi, parce que je me dis, man, pour être imputable de choses critiques, c'est-à-dire des millions de dollars en capital, de différents joueurs, comme on a parlé, d'un côté, et, Carlis, le futur, le succès, la carrière, l'ambition des entrepreneurs, hein, qui ont le couteau dans les dents, puis tout ça, puis de bien répondre, puis genre rendre ces gens-là fiers et qui aient confiance en moi, mériter leur confiance. Je suis comme, tabarnak, on dirait que ça me crée un load. Faut pas y réfléchir trop souvent. Hein? Puis, mais je suis sûrement pas le profil anyway, pour être dans tes souliers, mettons, du tout. J'aime ça être imputable, mettons, envers moi-même, un petit réseau de personnes, puis genre builder mes shit. Mais est-ce que t'es upfront avec ces family office, compagnies privées, joueurs institutionnels? T'es-tu upfront sur, je sais pas, là, genre les taux de réussite macro-empiriques de... T'as pas le choix. Pour gérer des attentes de genre... T'as pas le choix. Écoute, ou ils savent déjà, peut-être. Ils le savent déjà, les plus sophistiqués le savent. Puis de l'autre côté, c'est important. Tu sais, c'est important de bâtir des relations que tu veux qui perdurent dans le temps. Puis donc, c'est de la transparence, c'est de l'honnêteté, d'être capable d'avoir ces conversations-là plus tough. Puis tu veux s'assurer qu'il y a un alignement d'intérêts. Tu sais, moi, quand j'investis dans une business, je suis 10 ans avec elle. Donc, c'est important que le fit humain, que je me vois travailler avec ces gens-là, tout ce que tu sais, c'est qu'ils veulent avoir de la marde.
il va en avoir des problèmes, puis il faut que tu te vois retrousser tes manches, passer du temps avec eux. Il faut que tu vois que tu es complémentaire à cette équipe-là. Il faut que tu te vois travailler avec eux. Puis en bout de ligne, du côté de l'entrepreneur, c'est oui l'argent, mais c'est beaucoup plus le temps qui vaut quelque chose parce que ce temps-là, passé avec des entrepreneurs, tu ne le récupéreras jamais. L'argent, c'est it come, it goes. Donc, ça, c'est important. Puis de l'autre côté, au niveau des investisseurs, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un alignement de valeur. Il faut qu'il y ait un alignement d'intérêt. Il faut que tu te vois travailler avec ces investisseurs-là de l'autre côté. Donc, je m'attends à la même chose des entrepreneurs. Je m'attends à ce qu'ils fassent leur DD sur moi. Je m'attends à ce qu'on rentre dans une... Oui, exact, le due diligence. Puis je m'attends à ce qu'on bâtisse une relation d'égal à égal où est-ce qu'on s'en va au front ensemble. Mais moi, je m'attends à la même chose de mes investisseurs. Je m'attends à ce qu'ils fassent partie du projet commun qui est Boreal Ventures. Je m'attends à ce qu'ils m'enable. Je m'attends à ce qu'ils prennent des appels de temps en temps pour qu'on brainstorm et tout. C'est cette relation-là sur toute la chaîne de valeur, pour moi, est important. Puis j'essaie de créer un brand, un réseau qui est basé sur des valeurs communes. Donne-moi un exemple d'une valeur. Écoute, la transparence, l'honnêteté, tu n'as pas le choix. Okay. Il faut que tu sois upfront, il faut que tu sois capable d'avoir les tough talks. Puis ensuite de ça, le problème, c'est que notre industrie, il y a tellement de non-dits et compagnie. J'aime mieux être franc, à la limite, des fois choqué, ne serait-ce que pour inciter une conversation. Parce que quand un entrepreneur me donne une demi-heure de son temps, c'est une demi-heure qu'il ne récupérera pas. Puis la denrée la plus rare quand tu es entrepreneur, c'est du temps. Parce que tu brûles 6 mois, c'est 6 mois que tu ne reverras jamais. Fait que c'est quasiment un non-respect de tourner autour 100%. du pot. Fait que c'est pour ça que de mon côté, j'espère autant que possible me tenir toujours à cette rigueur-là de si tu donnes une demi-heure, il faut que je te donne une demi-heure au moins de valeur. Ça peut être quoi? Ça peut être de te donner du feedback ou, tu sais, encore là, j'essaie de toujours le faire avec le plus de respect possible. J'espère pour les founders qui m'ont rencontré, qu'ils le reconnaissent, mais j'essaie de les aiguiller. Mais en même temps, je ne suis pas opérateur. J'en ai jamais runné d'autres business, là. Donc, j'ai runné des business, je veux dire, mes petites business, moi aussi, mes petites affaires de coin de table d'étudiants et tout. Okay. Mais tu sais, une business comme ça, j'ai énormément de respect envers du monde qui se lance, qui sont all-in, que je veux essayer de les aiguiller pour leur réussite. Donc, ça va être des intros, ça va être du feedback. Puis la réalité, c'est que la seule chose que j'ai going on for me, c'est du pattern matching, de voir énormément de deals, puis de voir énormément de personnes. Donc, je ne donne jamais des conseils opérationnels, je donne des conseils sur des patterns que je vois, notamment au niveau du fundraise. Autant les patterns d'échec que de succès aussi. Exact. Puis, ce que j'aime, c'est que dans les choses que tu dis, la notion de temps, puis de valoriser le temps comme ressource, même peut-être au-delà du capital, revient souvent. C'est quelque chose auquel moi, je réfléchis personnellement, puis je struggle avec certains aspects de ça, de bien gérer mon temps, par exemple. Clairement, tu respectes le temps des joueurs avec qui tu joues, autant tes investisseurs, tes limited partners, que les entrepreneurs. Comment tu fais pour structurer une formule d'imputabilité ou de communication qui respecte le temps de tout le monde, mais qui garde tout le monde aligné? Genre, a day in the life of David Charbonneau, mettons, en termes de comment il communique avec soit ses founders ou ses LP. C'est une bonne question, mon Dieu. Puis je t'avouerai que je suis dans ce struggle-là, moi aussi, d'essayer de designer. Oui, exact. Puis c'est, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui est toujours en évolution parce que notre business évolue, nos problèmes évoluent, les problèmes des compagnies en portefeuille évoluent. Donc, je pense que c'est important de rester flexible. Mais tu sais, ça a commencé par la division de mon agenda. Par la suite, c'est dans mes communications. J'ai toujours à peu près les 2-3 mêmes templates. C'est de setter des meetings. Un outil comme Calendly m'a sauvé la vie. Je n'ai pas d'executive assistant ou quoi que ce soit. Je m'excuse, ça sonne impersonnel par moment, mais la meilleure manière, c'est comme bookons-nous un moment. Voici un lien vers mon calendrier. Puis comme on va avoir un moment, je me réveille le matin, puis je passe à travers tous mes meetings un après l'autre. Mais j'essaye de toujours me laisser du temps, généralement l'après-midi, soit pour mes compagnies en portefeuille ou me donner du headspace. Parce que je suis dans le business de prendre des décisions pour 10 ans. Si je suis toujours sur le grind, je ne serai pas en mesure de prendre le bas de recul pour prendre la bonne décision. Si je suis toujours sur le grind, je suis en back-to-back constamment, quand est-ce que j'ai le temps de me sortir la tête puis regarder alentour qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que j'ai le temps de prendre les appels puis d'être là pour, justement, les compagnies et compagnies? Ouais. Donc, c'est un peu ce struggle-là que j'ai de mon côté, puis j'apprends à être le plus efficace avec mon agenda, mais de l'autre côté, continuer à avoir le plus de monde possible.
sais, du monde de mon réseau qui veulent me rencontrer. Ouais. Ben oui, c'est ma job. C'est ma job de voir du deal flow. C'est ma job de rencontrer du monde. Puis par la suite, c'est ma job d'essayer de créer de la valeur pour ces gens-là. Quand quelqu'un vient me référer, quand un chum m'envoie une business ou quoi que ce soit, ou une amie m'envoie un entrepreneur qui se dit OK, tu devrais les regarder, il faut que je prenne le call. Il faut que je regarde comment je peux créer la valeur pour cette business-là. Puis la plupart du temps, c'est être capable de donner un assessment à haut niveau, être upfront par rapport à mes limites, puis après ça, leur dire ben regarde, voici ABC qui, je pense, aurait les parcelles de réponse. Puis mon but, c'est d'être capable de bâtir un réseau qui comprend nos valeurs, que je valorise moi aussi de l'autre côté, je valorise leur temps. Et j'essaie toujours de faire des introductions que j'appellerais mutuellement bénéfiques. Fais-tu le double opt-in tout le temps, genre demander aux deux parties s'ils sont down? Ou des Je fois, le quand t'as un gros niveau de confiance, tu le fais straight? J'essaie de le faire straight autant que possible parce que, oui, et ça, c'est surtout, je suis rendu avec une assez bonne compréhension de mon réseau. Puis je pense que les gens qui travaillent avec moi comprennent aussi comment je travaille. Je comprends. Tu as confiance dans l'intro que tu fais. Genre. Exact. Si je fais l'intro, c'est que je pense que les deux parties peuvent en bénéficier. Donc, souvent, le type d'intro que je vais faire, ça va être le founder m'a exprimé un problème d'affaires qu'il doit gérer ou une problématique. Et de l'autre côté, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent « Hey, j'ai du temps à donner, j'ai le goût de rencontrer des business où je peux aider sur ABC. Je viens de passer Go, j'ai des sous en ce moment, mais je me cherche un peu quoi faire. Moi, je veux aider des business qui font ça. Donc, ça, c'est facile. Intro direct. Bon. Ensuite de ça, ça va être bon, je veux rencontrer des investisseurs. Donc, ils passent le test, je les trouve bons, mais c'est pas dans mon space où j'ai pas l'expertise. Je vais leur dire « Hey, as-tu rencontré ABC? » Les autres investisseurs sont contents parce que ça vient avec une intro un peu plus warm d'investisseur à investisseur. Exact. Fait que ça, comment ça tu passe décrirais deal flow, mettons, pour le vulgariser? Hey, c'est une bonne question. Deal flow, c'est ton flux d'opportunités. Fait que la quantité de business que tu rencontres. Exact. Qui se présente à toi ou que tu amènes vers toi. Oui. Puis, mais tu vois, c'est pas juste des opportunités d'investissement. J'adore rencontrer aussi des gens. Des gens qui ont fait des choses exceptionnelles, qui se disent « Check, je prends pas de recul en ce moment, je me demande what's next. » Fait que j'adore avoir ces conversations-là parce que de l'autre côté, je viens qu'à être quand même une bonne plaque tournante d'informations de marché, de talent. Fait que là, soudainement, quand il y a quelqu'un qui me dit « Hey, je me cherche tel type de développeur ou je me cherche quelqu'un qui a tel type d'expertise, c'est comme « Hey, faut que tu rencontres telle personne. » OK. Hey man, faut vraiment que je te pose cette question-là. C'est off-script, mais moi aussi, dans mon rôle de... je sais pas comment m'appeler. Je pense que je suis un champion de la communauté SaaS au Québec. J'ai assez de confiance pour dire ça. Puis je suis comme un méta-connecteur à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur le podcast qui veulent en rencontrer d'autres qui viennent sur le podcast. Il y a des gens qui viennent à une retraite privée qui ont un enjeu par rapport à de l'embauche. J'ai des amis ou des connaissances qu'il faut qu'ils embauchent. Qui cherchent du capital, plein d'affaires. Fait que, tu sais, je me fais mettre dans cette position-là de genre, yo, Frank, t'es quand même au cœur d'un bon réseau. T'as-tu une idée de où est-ce que je devrais checker, à qui je devrais parler? Puis, je rencontre tellement de monde, dude, puis j'ai tellement de mémoire de merde, là, que des fois, je blank, tu sais. Puis, pendant les fêtes, je fais tout le temps des genres de side projects là, que j'ai jamais le temps de faire. Puis, je m'étais starté un Rolodex. On est deux. Puis, mon esti de Rolodex, j'ai rentré une entrée dedans, là, puis, tu sais, c'était vraiment genre. Je sais, man, après ça, là, si je rentre tout le monde que je rencontre là-dedans, dude, ça va être méga powerful, méga introducteur, whatever. Puis j'étais comme, j'ai jamais eu la discipline de continuer de le faire. Fait que ma question pour toi, c'est ces liens-là de si cette personne-là veut X, je connais une autre personne qui a X, mettons. C'est-tu tout dans ta tête, ton réseau? OK, oui. T'as-tu du genre de tooling, des notes? Je vais te dire comment je travaille. Parle-moi de ça. Là, ça, on prend pas de recul, puis je reviens à l'introduction, tu sais, de qu'est-ce qui m'a amené dans cette job-là. C'est un skill set que je savais pas que ça allait être utile dans la vie, mais je suis quelqu'un que je vais te rencontrer une fois, tu vas me laisser une impression, puis je peux te recontacter 10 ans plus tard parce que je me souviens de toi. Fait que ce genre de skill-là, c'est très hot. Puis je vais juste comprendre l'énergie de quelqu'un, faire comme, OK, il faudrait que tu parles à tel dude que j'ai passé en entrevue en 2014. Genre, j'aime faire ça, puis à l'époque, c'est un skill set qui était pratique pour se mettre en équipe avec des gens à l'université. Mais donc, ça s'avère être
un skill set que je peux utiliser dans ma job. Donc, ça, c'est de base, pas mal tout est dans ma tête. De l'autre manière, quand je travaille, c'est pas mêlant, là. J'ai toujours le petit Teams d'écrit, pas d'écrit, mais mon écran splitté avec Teams d'un côté, puis de l'autre, je vais avoir LinkedIn. Fait que moindrement que je te parle, je t'ajoute sur LinkedIn, puis après ça, j'ai comme une espèce d'idée de où est-ce que t'es, puis je vais faire des LinkedIn search très souvent. Ça alimente ta mémoire, là aussi. Exact. Là, où est-ce que j'aimerais aller, c'est très difficile de scaler ce skill set-là. Donc, on est en train de mettre sur pied chez nous un outil qui enregistre automatiquement les conversations, garde l'audio dans un file parce que j'aimerais ça avoir du data pour un jour apprendre de ça. Ça viendra plus tard. Pour l'instant, juste mettre la data de côté. Très cool. Mais pour l'instant, c'est un de nos stagiaires, salut Guillaume, si tu écoutes le podcast, Yes, sir. qui nous a fait ça. Puis après ça, ça permet de l'input directement en CRM. Tu sais, un petit chat GPT wrapper bien simple avec différents prompts. Mais j'aimerais éventuellement être capable de créer un software, codifier tout ça. 100%. Parce que tu as tellement d'intelligence dans ces conversations-là. Imagine ce que tu peux faire avec l'audio. Je peux analyser le champ lexical pour comprendre à peu près le niveau de confiance des gens. Je peux poser de la question à quel point, genre, sur 100, elle a été répondue. Il y a plein de data que tu pourrais ressortir qui vont faire que tu es capable de prendre les meilleures décisions d'investissement. C'est malade. J'aimerais le mettre dans les mains d'un paquet de monde pour comprendre comment est-ce que d'autres personnes interagissent. Mais imagine si tu étais capable de faire ça par la suite pour connecter le monde entre eux. Ouais, Pour être capable de comprendre, OK, regarde, de par le vibe check, ça va être un bon fit entre les deux personnes, puis ton logiciel est capable automatiquement de te filer l'information. Le draft à la limite de l'intro. Exact, ça serait malade. Fait que moi, mon wet dream, s'il y a un founder qui veut me bâtir ça, I'm listening. C'est bon. Genre, demain matin, quelqu'un qui veut le faire en pro bono, là, c'est mon rêve de faire ça. Là. J'ai une dernière question par rapport aux Limited Partners. Mettons Yes. qu'on imagine comme, ben, tu sais, Samuel Chénard qui a fait Palisade, je veux dire SaaS. Ouais, un SaaS. 100%. Ça s'enligne pour être un SaaS. Il n'y aura pas de hardware là-dedans, je peux te le Non, garantir. c'est ça, exact. Mais qui a fait ça, qui est un software pour augmenter la délivrabilité des courriels. Il y a beaucoup d'argent qui se transige par est-ce que mes courriels se rendent aux bonnes personnes, aux bons utilisateurs, bonne audience, est-ce qu'ils sont vus, etc. Fait que c'est autour de ça passer. Lui, c'est un founder bien busy, mettons, qui grind puis qui fait ses trucs de son côté. Toi, tu es un de ses investisseurs. Les limited partners qui t'ont nourri ton fonds à toi, là, Ouais. est-ce qu'ils peuvent ou ils demandent à parler aux founders? Est-ce que toi, t'agis-tu comme un genre de buffer? À quel point ils sont exposés ou qui ont de quoi à dire sur les bets que toi, tu prends? C'est ça Donc, que j'ai des paramètres où est-ce que j'ai carte blanche pour pouvoir investir. Lorsque je dépasse les paramètres, là, j'ai des autorisations demandées. OK, c'est bon. Donc, pour mes premiers investissements, exemple, supporter Sam avec Palisade, je n'ai pas besoin d'autorisation. Ça fait partie du scope de mon travail. C'est bon. Si je dépasse mes limites d'investissement, donc mon temps investi derrière une compagnie, là, à ce moment-là, je dois en fait me rendre à ce qui est mon équivalent de mon CA, comme une compagnie pour demander des autorisations. C'est le même processus qu'une entreprise normale. De l'autre côté, ce qui m'est demandé, c'est de respecter les barèmes ou les limites de ma thèse d'investissement initial. Si demain matin, je commence à investir dans une business, je ne sais pas, qui vend... Exact, qui vend des céréales, je m'attends à recevoir un call de mes LP en mode « Dave, what the fuck? » OK, c'est bon. Donc, ça, c'est fair. Si demain matin, je commence à investir je sais pas, je commence à investir en Allemagne, puis ma convention me dit non, Dave, il faut que tu investisses tant de montants au Québec puis au Canada et tout, je vais recevoir un appel. Avec raison, parce que soudainement, je viendrais, comment je pourrais dire, contourner ce qui avait été entendu initialement, contractuellement avec mes limited partners. OK. Puis, tu sais, on parlait de la confiance que ces limited partners-là vont mettre en toi pour faire des bets, puis sur différents investissements. Toi, tu dois réussir à faire confiance dans le ou la founder, mettons. Comment tu fais pour dire green flag ou yellow flag ou red flag pour une personne founder? Hey, si j'étais capable de mettre ça dans une science, je serais... Dis-moi là, au pire. Ouais, c'est une bonne question. Genre. Je te dirais, OK, dans un premier appel, de un, tu sais assez vite s'il va y avoir un deuxième appel. OK, pourquoi? Ce que tu cherches dans un premier appel, c'est que de un, la personne
a une compréhension, tu sais, le why him or her, why now, tu le sais assez vite. Donc, si la Ok. personne n'a pas une expertise dans son domaine, puis connaît... Je vais donner un exemple banal, là. Hmm. Si je suis capable, dans les premières minutes, de poser une question que le founder n'a pas réfléchi, c'est pas C'est bon, c'est je te pas un file. bon take. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu es supposé d'obséder 24/7, tu as les nuits blanches de founder à réfléchir à ça. C'est pas normal que rapidement, tu n'aies pas pensé à certains blind spots. Tu sais, dans ma tête, tu es un peu paranoïaque quand tu es founder. Tu penses à tout ce qui peut se passer et tout, tu essaies de OK. prévoir et tout. Tu deviens un expert de ton space parce que tu en manges, tu comprends? Donc, ça, c'est la première chose, valider l'expertise. Par la suite, je vais valider beaucoup le business sense des compagnies. Donc, comment est-ce qu'ils approchent le marché? Comment... Tu checkes-tu la commercialisation un peu, mettons, genre? Beaucoup, beaucoup, OK, beaucoup. c'est bon. Je vais poser des questions, c'est comment est-ce qu'ils voient les prochaines étapes. Je vais être capable de saisir qu'est-ce qui est de la naïveté, de qu'est-ce qui est une réelle expertise de commercialisation, expertise opérationnelle et compréhension de son space. Rapidement, tu vas être capable de voir la personne qui sort de son script, finalement, est à N-8, puis tu te rends compte que s'il y a de la profondeur dans ce qu'ils disent, là, Hmm. bon signe. Ensuite de ça, il y a des paramètres un peu plus macro que je vais devoir regarder. Ça va être de comprendre le cycle de vente, les marges, l'adoption dans le space, l'industrie c'est en tant bon. que telle. Puis c'est ça qui est un peu difficile dans le cadre de mon travail, c'est que je me fais toujours lancer dans des industries différentes. Je vais prendre un appel d'une demi-heure, je vais parler de quelque chose. Bon, on parle d'une VFD. Hardware, là, soudainement, il faut que je me mette dans le contexte de cette industrie-là. Le call d'après, ça va être quelque chose, un digital health ou digital therapeutics. Le call d'après, on va être avec un Palisade de ce monde, puis on va parler de email. Il faut que j'aie des certains patterns de comprendre comment est-ce que des industries prennent des décisions. Puis par la suite, j'ai mon framework de mental. C'est du gros context switching, dude, tout ça. Ouais, mais c'est le fun. T'aimes ça, c'est ça. Moi, fit avec j'adore ton ça. profil. Moi, là, la chose que j'aime le plus de ma job, c'est de un, j'ai pas trouvé une job en ce moment qui feed plus ma curiosité intellectuelle que celle-là. On s'entend que j'ai fait un bac parce que j'étais poche là-dedans au cégep, puis je voulais comprendre. Mes cours, mes pires cours, c'était génie électrique. Je suis allé faire un bac là-dedans. C'était de l'électricité que j'étais pourri. Je comprenais pas comment ça marche. Fait que cette curiosité-là, elle me suit encore. Quand je te disais « connecting the dots, looking backwards », makes sense. Puis de l'autre côté, ce qui me fait triper de ce job-là, c'est que je rencontre un paquet d'humains exceptionnels, ambitieux, puis ma job, c'est les enable. Ma job, c'est les mettre en relation, leur donner du cash, les aider au bout de leurs ambitions. Je veux dire, je pourrais ne pas être payé faire ce job-là. Ceci étant dit, j'ai besoin quand même d'être payé. J'ai une famille et tout, une hypothèque, mais je ferais ce job-là gratuitement. C'est très cool, man. C'est très cool, puis je pense que ça montre justement qu'il y a une passion pour l'entrepreneuriat, pour changer des petites parties ou des grosses parties du monde qui vit en toi, qui transcende juste triper sur le capital, en déployer puis le voir fructifier, tu comprends? Ah, 100%. C'est Ça très fait partie de la warm, game. genre ce que tu dis. Ça fait partie de la game, veux pas, parce que tu es dans un space où est-ce que. C'est ça qui est le fun d'être entrepreneur. C'est très quantitatif. Tu prends des décisions, tu as un feedback, ça marche pas, tu recommences, tu terres. Fait que le petit côté ingénieur en moi de créer le modèle parfait, tu sais, qui marche, ça me fait triper. Ouais, c'est hot. Puis oui, tu as le dollar sign en bout de ligne, mais c'est pas ça qui me drive. C'est comme tout ce qu'il y a alentour. Le dollar sign te dit juste que tu étais capable de fine-tuner ta machine, puis ça marche. Ben, je vais piggybacker sur le $5 parce qu'une des questions que j'avais pour toi qui est alien pour moi dans le monde de l'investissement, c'est on entend souvent, là, comme vous venez de lever un fonds d'à peu près 40 millions, ou 2021, on a levé un petit peu en dessous de 40. un petit peu en dessous de 40 millions. Moi, dans ma tête, je me demande, ben ça, c'est-tu parce que Dave, mettons, il a dit, moi, je vais investir dans à peu près 15 compagnies, je vais avoir besoin d'à peu près, puis genre, le cash que je vais avoir besoin pour rentrer dans ces compagnies-là, ça ressemble à ça, fait que je vais aller essayer de chercher 40 millions. Ou c'est, j'essaie de lever le plus de cash que je peux, puis quand je suis plus capable, je close, ben, je starte le fonds dans le fond. Comment ça marche, ce genre de... Un peu de la même manière qu'un founder qui vient voir un investisseur en disant « Écoute, je lève 2 millions, ça va me donner 24 mois de runway, je vais atteindre ABC milestone, puis je pense que le marché va le reconnaître, puis je vais être capable. » Avec une Fait que thèse c'est la même forte, chose. là. J'arrive avec une thèse. Je leur dis C'est bon. exactement qu'est-ce que je vais faire. Je leur dis pourquoi ce que je vais faire. Je le back avec la data. Puis c'est ça la base. Il faut que j'aie une thèse solide. Puis tu vas mesurer le succès
dans 10 ans? Ou je sais pas comment. Ouais. Tu sais, Quand c'est on quoi parle de boucle de rétroaction, là, c'est la pire fucking industrie Qu'est-ce pour que la ça veut boucle de dire, ça? rétroaction. Ben, Ah, le feedback loop. le feedback c'est loop juste que est t'es meilleur en long. français que moi. Tu sais, je le sais pas. En ce moment, je le sais pas, je suis un bon investisseur. On va le C'est savoir fucké. dans 10-15 ans. C'est fucké. Pour l'instant, ben, je pense que je fais quelque chose d'intéressant. Je regarde autour de moi, puis j'ai encore de temps en temps le petit syndrome d'imposteur, ce Ouais. que je pense qui est parfaitement fair, puis qu'on a tous, puis qui nous Ouais. fuel. Mais je vais le savoir d'ici. Tu sais, je veux dire, mes enfants vont Ouais. rentrer au secondaire, que je vais savoir si ça marche, mes affaires. Là. Ouais. Ce qui est tough, parce que tu sais, tu bâtis une business SaaS, tu changes soudainement ta stratégie SEO, je ne sais pas, tu changes Ouais. ton pitch de vente, tu changes un peu ton produit, tu as une rétroaction, tu sais, en dedans de semaine qui rentre. Moi, c'est pas le cas. Fait que c'est pour ça que, encore plus qu'une business software, il faut que je réfléchisse 10 ans à l'avance. Puis pour moi, la manière de le faire, c'est 100% basé sur le réseau, les relations puis les valeurs. Ouais. Parce que ce réseau-là, no matter what, s'il respecte ce qu'on essaie de bâtir, il va nous suivre, il va continuer à être là. Il va continuer à être des experts pour nous, des premiers clients, il va nous envoyer du deal flow. Puis ça va continuer à être une communauté alentour de nous qu'on va pouvoir faire fructifier, qu'on va pouvoir bénéficier les gens. Et ça, no matter what, ça va valoir quelque chose dans le temps. Ouais. Ouais, j'aime vraiment ça, ce fondement-là de pourquoi tu le fais. T'envoies un paquet de founders passés. Qu'est-ce que tu as l'impression qui est le problème numéro 1 des founders en SaaS, plus spécifiquement, mais en général? Au Québec. OK, on va y aller en rafale. Clairement, manque d'ambition. On parlait de ça. Il faut être ambitieux. Hein? Il faut vouloir bâtir quelque chose de gros. Tu peux pas me vendre Pourquoi? que... Ben, tu peux pas me dire... Tu viens voir un investisseur pour que lui soit capable de faire un gros retour sur investissement. Il faut que la part de tarte soit assez grande pour que tu sois capable d'en donner à l'investisseur, puis qu'il y ait un alignement d'incitatifs qui fonctionne both ways. OK. Entre le fondateur qui va en avoir encore assez pour lui et l'investisseur qui va avoir quelque chose qui fait du sens. Donc, l'ambition est le facteur numéro 1. Puis ensuite de ça, je veux voir que les bottines suivent les babines. Je veux être capable de voir que tu structures pour bâtir quelque chose à hauteur de tes ambitions. Tu sais, c'est qui l'armée alentour de toi qui te supporte? C'est qui tes advisors? C'est quoi le genre d'employé? C'est quoi le genre de culture opérationnelle que tu mets sur pied? Donc ça, tu es capable de le voir assez vite dans le langage des gens, comment est-ce qu'ils prennent des décisions. Ouais. Puis j'aime beaucoup ouvrir le hood un peu sur comment que les gens réfléchissent, puis comprendre comment ils ont pris des décisions par le passé. Donc, Fait que tu les interviews, basically. Là, 100%. Ouais, Ma job, c'est d'entretenir une relation avec eux. C'est une discussion où est-ce que j'apprends à les connaître. Je jauge, est-ce que j'ai le goût de travailler avec eux? Est-ce qu'eux ont le goût de travailler avec moi aussi? Est-ce que je sens que je peux les aider? Est-ce que je sens que je peux les outiller? Est-ce que je sens qu'il y a une grosse opportunité d'affaires? Est-ce que je sens qu'ils comprennent leur marché? Est-ce que je sens qu'ils créent la bonne culture pour attirer les bonnes personnes? Un alignement d'incitatifs dans tous les sens avec leurs différentes parties prenantes pour bâtir quelque chose à la hauteur de leurs ambitions. Donc, c'est ça l'espèce d'archipel de questions que je me pose constamment. Et au stade où est-ce que je suis, ben, c'est très humain. C'est intéressant, man. C'est très... Il y a beaucoup de subtilité puis de nuances dans tout ce que tu fais. Il y a beaucoup de fondateurs qui vont construire des compagnies, puis leur profil initial, c'est très technicien, expert, J'en vois beaucoup là, de ça. C'est quoi le soft skill qui manque le plus à ces founders-là qui ont ce profil-là? La vente. La vente, mon Dieu Seigneur. C'est drôle, hein? Tu prends un pas de recul. Personne qui est au cégep se dit « Hey, je vais aller en vente. » Tout le monde se dit « OK, je vais aller en médecine, je vais aller en génie, je m'en vais. » À la limite, OK, je m'en vais en marketing. Mais c'est encore vu comme étant quelque chose... Ben oui! C'est vu comme étant quelque chose de mal. Mais tu sais, vendre, c'est beaucoup plus que convaincre quelqu'un d'acheter. On a toujours ce concept-là que c'est quelque chose de péjoratif ou négatif. Mais vendre, c'est vendre une décision difficile à ses employés, c'est vendre une idée, c'est vendre une histoire, c'est être capable de convaincre. Et ça, c'est l'art le plus vieux qui existe. C'est du fucking storytelling. 100%, man. Donc, cette capacité-là, ben, il y a des gens qui l'ont plus naturel que d'autres, mais c'est cette capacité-là, d'un côté, d'écouter, donc adapter son histoire à son auditoire. C'est une capacité de comprendre qu'est-ce que son auditoire veut. Puis ensuite de ça, c'est 100% un skills de communication. Donc, pour piggyback sur qu'est-ce que tu viens de dire, le dénominateur que je
commun que je vois avec des fondateurs techniques, des brainiacs super bons, c'est que je vois que leur bottleneck, là, ce qui les empêche d'atteindre leur plein potentiel, c'est que je vois que ça roule vite. Ils ne sont pas toujours capables de le communiquer. Exact. Ils ne sont pas toujours capables de le ramener dans un contexte qui cadre avec leur interlocuteur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour les gens particulièrement techniques, c'est de survaloriser la technicité. Ça, là, n'importe quel ingénieur va te dire, je l'entends ad nauseam, je suis à tel spec de... Tout le monde va vouloir l'acheter. Ouais, mais regarde, je livre tel truc. C'est sûr que tout le monde va le vouloir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La commercialisation puis de la vente de ta solution, ça va au-delà des specs. Bien au-delà des specs. Et la plupart des fondateurs techniques n'accordent pas assez d'importance à l'aspect business. Ils se disent qu'ils vont être capables de brute force leur solution, puis ils vont juste outsmart un peu leurs clients. Ça arrive, exact. Ça arrive très rarement, ça, entre toi et moi. Mais c'est un des patterns les plus communs. Puis la beauté, c'est qu'ayant un background juste assez technique, puis ayant un fonds qui est brandé un petit peu plus technique que les autres fonds généralistes, très souvent, les founders tombent dans ce trap-là de geeker out sur la techno, puis j'adore geeker out. Moi, je vais switcher le chapeau, c'est comme, OK, comment qu'on fait du cash à ce temps-là? Et là, soudainement, c'est Deer Cotton Headlight. Là, soudainement, il n'y a pas de son, pas d'image. Mais c'est ton rôle comme cet allié-là, ce partner-là, de les éduquer vers ça, de les pousser vers ça, de leur montrer des mentors, des exemples, de les connecter avec du monde pour les voir s'émanciper dans le côté storytelling, vente, puis être capable de owner la narrative qui elle, propulse aussi le code ou le hard engineering qu'ils font. Mais tu sais, à mes yeux, là, la science et l'ingénierie, on revient encore là à mon background, hein, science, ingénierie, allie le monde des affaires. La science et l'ingénierie n'est qu'une manière différenciée de bâtir une business. Ça te donne un avantage compétitif, mais encore faut-il que tu bâtisses une business alentour. Donc, c'est juste la dynamite dans ta bombe atomique, mais encore faut-il que tu en fasses quelque chose qui génère des revenus et qui, en bout de ligne, génère des profits. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de voir comment de la technique, tu es capable de bâtir une entreprise. 100%. Écoute, man, on s'en va sur notre closing. Fait que je veux te poser une question un petit peu philosophique que j'aime bien poser vers la fin du pod tout le temps. Est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Ah, c'est une bonne question, ça. Je te dirais qu'en ce moment, on est en réflexion sur notre prochain fonds. OK. Veux pas, j'expliquais là, nos fonds, c'est du 4 ans. J'arrive à la fin de ma période d'investissement, il va falloir que j'ai levé ma série A, mon prochain fonds, avec plus d'ambition, puis essayer de bâtir quelque chose de plus gros. Et dans mon domaine, je vois de plus en plus l'urgence d'investir dans le climat. Okay. Je vois des choses changer et je vois soudainement un alignement d'incitatifs financiers qui n'existait pas il y a de ça 7-8 ans quand j'ai commencé ma carrière en capital de risque. Donc, je suis, malgré le fait que j'ai toujours investi dans le clean tech puis dans le climate, je vois un besoin d'accélérer les choses. Puis, veux pas, j'ai la chance d'avoir du capital qui n'est plus ni moins une police d'assurance pour l'humanité. Tu sais, c'est de l'argent que tu investis dans le futur sur un horizon de 10 ans. Donc, il y a une certaine mission de mon côté de donner une couleur puis des valeurs à ce capital-là. La santé faisait partie de notre fonds 1. J'espère que les investissements qu'on a faits vont pouvoir avoir un impact dans la vie des gens. La partie climatique est de plus en plus urgente. Puis je pense qu'on est au début d'un espèce de point d'inflexion où est-ce que la partie business va venir rallier la partie idéologique et que de plus en plus de gens non seulement en prennent conscience, mais vont avoir des exemples explicites de l'urgence d'agir. Donc, mon esprit moi-même a évolué dans les 5 dernières années par rapport à ça. Okay. Et je vais vouloir laisser une plus grande place à cette partie-là dans les prochaines années. Très noble. Hopefully, justement, les incentives économiques commerciaux vont s'aligner avec les incentives environnementaux. C'est mon désir. Pour closer, man, as-tu des shameless plugs? Anything que tu veux promote ou call to action quelconque? Ma business est une business de gens. Un peu comme toi. J'aime rencontrer du monde sharp, du monde ambitieux, du monde qui ont faim. Si ces gens-là veulent me rencontrer, ça me fait toujours plaisir. Si ces gens-là voient que je peux les enable, ça me fait plaisir aussi. Fait que je suis dans la business du monde, c'est du monde que j'aime rencontrer.
David Charbonneau, LinkedIn. That's it. Merci, man. C'était vraiment le fun. Merci de m'avoir eu avec toi. Hein.